De retour dans l'African Newsroom, Sega Goundiam, chercheur et consultant en management, Raphaël Elono, écrivain, auteur d'Africa, Lève-toi et marche aux éditions Publibook, ainsi que Jean-François Akandikombe, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. Les femmes, un pilier de l'économie, notamment en République démocratique du Congo. Mais difficile encore pour elles de sortir du secteur de l'informel à cause d'un secteur bancaire inadapté. Lever les obstacles, un impératif pour encourager l'entrepreneuriat féminin. C'est un reportage de Jacques Amboka qui a suivi pour nous les journées d'entrepreneuriat au féminin qui se sont récemment tenues à Kinshasa. Partager les connaissances et échanger les expériences entre les femmes entrepreneurs en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est l'objet des 2 journées d'entrepreneuriat au féminin organisées à Kinshasa du 28 février au 1er mars 2018. L'entrepreneuriat féminin en pleine croissance fait pourtant face à un certain nombre d'obstacles qui ne facilitent pas son épanouissement. C'est que les femmes entrepreneurs qui ont chacune eu le courage de créer son entreprise, il arrive que deux fois on se décourage parce qu'on a l'impression que nos affaires ne marchent pas. Pourquoi on se décourage? Pourquoi ça ne marche pas? On n'en parle pas et on reste dans son coin. Et il était question ici vraiment de communiquer les connaissances. Exposition de produits et services, contact entre les femmes qui investissent dans divers secteurs de PME, discussions et débats sur les questions visant à développer leur activité. 2 journées jugées enrichissantes. Une opportunité qui a élargi les connaissances et assuré pour beaucoup une visibilité. Oui, je suis vraiment satisfaite. Je suis satisfaite des enseignements qu'on a reçus, je suis satisfaite de l'organisation en général et en plus de ça, on termine en ayant l'opportunité de faire du réseautage. Alors ça, c'est important parce qu'on se fait connaître. En République démocratique du Congo, comme un peu partout en Afrique, bon nombre de femmes évoluent dans l'informel. La création en 3 jours d'une entreprise, notamment une PME au guichet unique, déjà fonctionnelle, est un atout pouvant booster d'une certaine manière l'entrepreneuriat en général. Cependant, il est encore difficile à plusieurs initiatives des femmes d'être financées. L'État et les institutions financières doivent accompagner davantage les initiatives des entrepreneurs féminins afin d'en faire un important et formel secteur du développement, soutiennent les observateurs. Alors, les capacités managériales des femmes ne sont plus à démontrer, mais pour autant, elles restent encore cantonnées dans le domaine de l'informel, autour du petit commerce. Sega Goundiam, c'est tout un secteur, c'est tout un environnement finalement à revoir. C'est un secteur qui m'a beaucoup intéressé parce que je suis quelque part dans la finance ici. J'étais président du conseil d'administration d'une banque locale. Il y a plusieurs lectures de ce qu'on vient de voir. L'informel d'abord. Pourquoi l'informel? Indépendamment du financement et la capacité de financement. L'informel, c'est d'abord c'est un réflexe chez nous, on a toujours pratiqué comme ça, mais dès qu'on sort de l'informel, on voit toutes les contraintes fiscales qui se pointent. Donc beaucoup ne souhaitent pas sortir de l'informel justement parce que ça oblige à une certaine rigueur, ça oblige à des sorties d'argent pour pouvoir payer ses droits et les taxes, etc. Donc il y a une première raison qui fait qu'on n'a pas forcément, on a vu quelques intellectuels qui maîtrisent très bien le management et l'organisation des entreprises, c'est pas la masse. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au Kenya et aux électeurs, la masse c'est pas ça. Ça, ce sont quelques intellectuels. Il y a peut-être, ça représente peut-être par rapport aux gens qui sont intéressés, quelque chose comme 1-2% potentiellement des gens en statistique. C'est le premier problème, c'est l'informel. Le deuxième, le financement. Le financement est difficile pour tout le monde en Afrique. Les taux sont exorbitants. J'ai discuté avec quelques responsables de banques à Bamako, 12% c'est un taux normal. Quand les taux sont, pour l'immobilier ou pour quelques autres trucs, sont à 1,5, 0,9, 0,8 pour les étudiants. % en Europe, 12%. Et quand vous bénéficiez d'une subvention ou d'un abondement par l'État, ces taux tombent à 8-9%, qui est très élevé. Un business qui doit dégager suffisamment pour faire face à un endettement de 9% et faire ensuite des résultats pour pouvoir réinvestir, c'est pas évident.
surtout quand on commence. Donc, c'est cher pour tout le monde. Alors, il y a le cas particulier des femmes, puisque c'est le sujet. Oui, donc vous dites que finalement la difficulté concerne tout le monde a ce problème d'accès au financement, mais quand même, hein, en République démocratique du Congo, 3,6% des entreprises dirigées par des femmes ont contracté un crédit bancaire contre 10,2%. Donc là, on a quand même une véritable discrimination, Jean-François. Oui. Oui, je partage l'analyse qui a été faite tout à l'heure et je vais juste compléter en disant que d'une manière générale, au Congo comme dans d'autres pays africains, il y a des pesanteurs sociales. Il y a des pesanteurs sociales qui font que entreprendre avant même la question du financement, entreprendre pour une femme est difficile. Nous avons aujourd'hui une classe de femmes d'affaires africaines qui sont battantes, etc., mais elles ont beaucoup de courage. Elles ont plus de courage que les hommes pour y arriver, parce que quand on est femme dans un milieu africain, dans nos milieux à nous, on n'est pas seulement entrepreneur. On ne va pas travailler dans la journée, rentrer le soir et tranquillement. On s'occupe aussi du ménage, on s'occupe de la famille, pas seulement la famille du foyer, on s'occupe aussi de la famille élargie, on fait plein de choses, etc. Et il y a un regard, le regard de la société. Est-ce qu'il est normal qu'une femme soit entrepreneur et seulement entrepreneur, si elle ne s'occupe pas de tout ce que je viens d'évoquer là? Donc on a besoin de changer les mentalités de ce point de vue-là et de changer les mentalités pour que la famille ne soit pas une sorte de pesanteur pour l'entreprise. Et puis ensuite, dans les structures administratives, financières, etc., on retrouve aussi cette idée-là, pas dans les règles, pas dans les critères qui sont posés, mais les règles et les critères sont faits pour être appréciés par des hommes et des femmes qui sont derrière le bureau et qui vous reçoivent avec votre dossier. Et par conséquent, on retrouve ces éléments-là. Moi, je suis tenté de dire que bon, l'Afrique a pris un peu le chemin de la réforme dans un certain nombre de cas et dans un certain nombre de pays. Je pense que nous avons, de façon globale, y compris pour le financement, y compris pour l'entrepreneuriat, à rétablir un équilibre. Et cet équilibre-là ne peut pas être rétabli sans mesures compensatoires de mon point de vue. Il faut compenser le handicap dont les femmes pâtissent jusqu'à maintenant, compenser ce handicap-là pour arriver à un certain niveau d'égalité des chances, d'une certaine manière, d'égalité des chances. Et puis bon, je dis tout ça jusqu'à ce que nos sœurs et nos femmes et nos filles aient tellement avancé et nous aient rejoints qu'ils auront envie de nous dépasser. Et là, je dirais non, nous revendiquons l'égalité de notre côté, nous aussi. Raphaël Elono. Oui, le dynamisme de la femme africaine, quand on remonte dans nos histoires, c'est la femme africaine, elle a toujours été dans le dispositif familial et de toute la société. Je me rappelle, je discutais avec un Européen qui croyait qui disait que oui, en Afrique, on martyrise la femme parce qu'on la voit travailler les champs. Mais le pauvre, il ne comprenait pas. Nos pères avaient compris l'utilité de la femme. Pourquoi c'est la femme qui était dédiée aux travaux agraires? Parce que c'est la femme qui portait la vie et qui la donnait. Elle était la mieux qualifiée pour aller négocier avec la mère terre en lui disant « Je t'ai enfoui une graine, rends-la-moi au centuple ». L'homme ne pouvait pas le faire. Et ces femmes-là, moi je dirais que pas qu'elles nous ont rattrapés, elles nous ont toujours dépassés et portés. Et c'est à tort que nous disons que la femme, c'est le sexe faible. Non, c'est plutôt le sexe pour lequel on a un faible. Elles ont une capacité de persuasion extraordinaire. On se souvient que si la corrida est rentrée en France en 1853, c'est à cause d'une femme, hein, dont l'empereur tomba amoureux. Et quand on va en Inde, en 1600, c'est le roi qui est fou amoureux de sa femme, et quand celle-ci meurt, toute la nuit, ses cheveux deviennent gris et il dit « Je vais te dédier un monument ». C'est la tombe, la plus belle tombe du monde. C'est le Taj Mahal qu'on visite aujourd'hui. Et il y a un explorateur qui arrive en Papouasie, un Allemand, en Nouvelle-Guinée, et au lieu de donner son nom à un fleuve, il donne le nom d'une femme. Et je finirai en disant que la capitale du Cameroun aujourd'hui, qui était Yaoundé, Yaoundé n'a jamais été prédestinée à être la capitale du Cameroun. C'est à cause des caprices d'une femme que Yaoundé est devenue la capitale du Cameroun. Donc les femmes nous ont toujours dépassés. Il faudrait que nous le reconnaissions un peu et qu'on leur donne aujourd'hui la place qu'il leur faut. Et quant au niveau on devrait changer de mentalité en leur aidant à sortir de l'informel. Et c'est vrai que c'est pour tout le monde en Afrique. Moi, j'en sais quelque chose. Quand je suis allé pour créer une société de sûreté aéroportuaire, j'ai bavé pendant 2 ans. J'ai bavé pendant 2 ans pour avoir ne serait-ce qu'un centime.
Ça, les banques ne vous font pas confiance comme ça. Et comme il disait, les taux sont exorbitants. J'étais obligé de plier bagage. Même au niveau de l'administration, si vous n'êtes pas épaulé, là, on rentre dans le domaine de la corruption et de la magouille. Moi, je me suis retrouvé face à un fonctionnaire qui me disait, je te donne tant, donne-moi d'abord tant. Je lui dis, mais je n'ai pas encore reçu ce que tu me donnes. Toi, tu vas m'accorder. Il faut déjà que je te donne tant. Allez, on ne s'est pas compris, j'étais obligé de plier bagage. Jean-François. Il y a un élément tout à l'heure sur lequel vous avez insisté, enfin que vous avez évoqué, qui est celui de l'environnement fiscal. Et on l'évoque assez souvent autour de cette table. Je pense qu'il y a là un vecteur extrêmement important, celui du dispositif que l'État met en place pour accompagner, pour inciter, pour permettre, pour alléger les charges, etc. Et ce n'est pas vrai qu'en Afrique, nous sommes tous logés à la même enseigne. Parce que ceux qui viennent de l'extérieur bénéficient d'un environnement autrement plus favorable que les dames que nous avons vues ici et nos compatriotes qui sont aussi des entrepreneurs. Et ça, c'est une question de priorité politique, c'est une question de vision politique. Plus exactement, nos gouvernants, il appartient à nos gouvernants, il leur revient de prendre les mesures qui sont nécessaires pour que l'entrepreneuriat d'abord national prospère et ensuite que dans cet entrepreneuriat national, il puisse y avoir autant d'hommes que de femmes, en tout cas ceux qui le souhaitent, qui souhaitent entreprendre. Et pour cela, on ne peut pas continuer dans les injonctions du FMI, de la Banque mondiale, de dégraissage, de diminution de la place de l'État, du rôle de l'État régulateur. Nous avons encore besoin en Afrique de l'État en tant que régulateur pour pouvoir avancer, à la condition bien sûr que cet État-là ne soit pas celui qu'on a décrit, corrompu, prédateur vis-à-vis des individus, des particuliers, etc. Alors, il y a quand même la question de la formation. Quel regard portez-vous sur la formation en République démocratique du Congo? Est-ce que vous jugez cette formation adaptée? Est-ce qu'elle permet véritablement aux femmes d'orienter au mieux leurs projets, d'établir de véritables plans de financement? Non, je ne le pense pas, parce qu'il n'y a pas que dans ce domaine-là, il n'y a pas d'État en République démocratique du Congo. Il y a des problèmes dans pas mal de pays, mais c'est pire, ils sont victimes de leur richesse potentielle. Ils sont victimes Il n'y a pas d'État, il n'y a plus rien qui fonctionne. Pour revenir aux femmes, vous avez parfaitement raison quand vous dites l'État n'aide pas suffisamment à mettre le pied à l'étrier aux locaux, parce qu'on considère que les locaux sont des captifs. Ils n'ont pas d'autre choix que d'investir, alors qu'on va chercher ceux qui viennent de l'étranger pour les attirer. Donc on fait un code d'investissement qui est propice aux investissements étrangers. Mais il n'y a pas que ça. On parlait de programme tout à l'heure. Le programme et les objectifs permettent de dire si je suis vraiment un État qui réfléchit à long terme. Or, toutes les déperditions liées à la corruption, aux malversations diverses, parce qu'il y a des moyens. Les moyens sont détournés. Exactement. Et vont ailleurs. Mais si on sort de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Un État qui fonctionne correctement, qui est programmatique, il se dit, si j'aide, ou si je favorise, je n'ai pas besoin d'aider financièrement, si je favorise la création d'entreprises, ce seront les gens qui seront fiscalisés plus tard. Donc ce que je laisse faire maintenant va me rapporter beaucoup plus au quintuple plus tard. Exactement. Donc il faut travailler sur le moyen long terme, ce qu'on ne sait pas faire. Mais au-delà de ça, il y a effectivement un aspect culturel. L'aspect culturel, la position de la femme dans les foyers, bien que la femme soit, du point de vue du management, la gestion familiale, elle est confiée à la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus fiable. Elle a beaucoup moins de problèmes de testostérone qui fait pour chercher des grands honneurs, pour chercher faire des grands coups, et elle n'est pas victime de ce genre de choses. Donc on leur confie. Le problème, c'est que, y compris à l'époque paysanne, on leur confie, ou elles vont, c'est culturel, vers des petites choses. Et on considère que quand ça dépasse un certain niveau, ce sont les hommes qui doivent s'en occuper. Le champ, le grand champ familial, il était géré par l'homme. Par contre, tous les champs à côté pour faire des légumes, pour faire des épices, pour faire tout ça, étaient gérés par les femmes. Le parc de bestiaux était géré par les femmes. On a tendance à faire une répartition des tâches qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ce temps-là est passé. Il faudrait que nous, d'abord les hommes, on se le mette dans la tête, mais il faudrait aussi que les femmes, elles osent davantage et sortent de leur carcan. Donc toujours des contraintes qui relèvent non seulement de
de l'environnement financier, mais aussi donc, de l'environnement social, comme vous venez tous de le dire. Merci à vous pour cette deuxième partie de l'émission. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.